Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Danielle Olofsson, je suis chef de la protection des données chez BCF et chargée de cours à l'Université de Montréal. Et je suis ici avec Nicolas. Oui, bonjour Danielle, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce qui est maintenant un rendez-vous hebdomadaire auquel il me fait plaisir de vous convier. On a beaucoup de choses à aborder avec vous cette semaine. On est évidemment dans le contexte, comme vous le voyez à l'écran, de la reprise économique. Et j'insiste beaucoup sur le fait que cette expression, à mon avis, c'est plus la reprise des activités économiques qui ont été mises en veilleuse. Et cette semaine, évidemment, il y a une emphase importante qui doit être mise sur les technologies de dépistage. À l'heure où on parle du retour dans les lieux de travail, vous le savez, on vous parle beaucoup de télétravail. Quand on se rend compte que le télétravail, en fait, c'est beaucoup plus spécifique que ça, ce qui se produit, parce qu'il y a une espèce de délocalisation du travail. Les gens travaillaient dans un lieu, qui sont les lieux de vos bureaux, de vos usines, de vos commerces, et ils se retrouvent à délocaliser à la maison. Et je dis localiser parce qu'en fait, la maison devient le local de travail. Alors, c'est beaucoup plus précis. Alors là, on est dans la reprise. Mais évidemment, dans ce retour dans le lieu de travail, on est confronté à des éléments de protection de vie privée, de protection de données personnelles, de privacy, qui est l'expression qui est de plus en plus consacrée, auxquelles nous sommes confrontés, et plus spécifiquement, les technologies de dépistage que nous allons voir cette semaine. Alors, il y a reprise économique dans le sens de reprise de la vie économique. Mais par contre, il y a l'élément qui est crucial, on n'a toujours pas de vaccin. Alors, n'ayant pas de vaccin, on se retrouve dans la situation où on se retrouvait antérieurement. J'en conviens, quand on a suspendu les activités, quand le gouvernement a ordonné le confinement, on était dans une situation de courbe ascendante. Là, c'est-à-dire que les cas s'ajoutaient. Maintenant, on a évidemment acquis beaucoup de connaissances sur ce virus, sa transposition en maladie, la COVID-19, sur les conséquences que ça a sur l'organisation, sur la vie, sur le comportement humain. Donc, absence de vaccin, accès aux tests limités et équipement de protection accessible, mais de manière très inégale. Vous voulez individuellement vous rendre à une pharmacie puis acheter des masques, mais c'est peut-être perdu. Et ils vont vous dire qu'ils sont en rupture de stock. Alors, surprise quand même que depuis le 13 mars, au niveau de l'activité gouvernementale qui a pris le contrôle de la société au complet et de l'économie, on constate qu'au niveau de production de ces équipements de protection, il n'y en a pas eu davantage. Il n'y a pas eu un accès parce que là, on déconfine. Et les gens sont donc à la recherche de ces équipements et il y a donc problématique pour les retrouver. Ce qui a un lien direct avec notre sujet, parce que le vaccin n'est pas trouvé, les tests accès limité, difficulté à se procurer d'équipements de protection. Donc, on laisse à l'initiative individuelle, je dirais, des employeurs, des organisations que vous êtes, les modes de dépistage et la recherche de certaines technologies. C'est ça qui amène ces phénomènes-là, donc, pas de vaccin, tests limités, difficulté à avoir des équipements de protection, une réticence de beaucoup de personnes à revenir dans les lieux de travail, à renvoyer à nouveau leurs enfants à l'école, et ce qui limite donc le retour à ce qu'on appelle la vie normale. Imaginez que maintenant on met la vie normale, on met le mot normal entre guillemets, ce qui aurait été inimaginable il y a quelques semaines de cela. Alors, il existe donc des technologies de dépistage qui permettent d'identifier, si ce n'est pas la COVID-19, tout au moins des symptômes qui sont étroitement associés à la COVID-19. Alors, je vous mentionnais que parce que pas de vaccin, parce que tests limités, difficulté à se procurer des équipements de protection, bien, ils arrivent quoi? C'est qu'il y a des acteurs du secteur, tant public que privé, qui décident qu'ils vont recourir à une technologie disponible.
et qui vont donc se procurer. Et on en a vu des cas qui ont été rapportés même dans les médias locaux ces derniers temps. Alors, les lois, encore une fois, qui vont régir l'utilisation et le développement de ces technologies sont la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques au Canada et en Europe, comme on a dit à chaque fois, le règlement général sur la protection des données. Sauf que la nouveauté ici, c'est que le gouvernement canadien et le gouvernement européen ont publié des lignes directrices pour l'utilisation et le développement de ces technologies de dépistage. Donc, au Canada, nous avons le cadre pour l'évaluation par le gouvernement du Canada des initiatives en réponse à la COVID-19 ayant une incidence importante sur la vie privée. Et en Europe, un titre encore plus long, l'application mobile de soutien à la recherche des contacts dans le cadre de la lutte de l'Union européenne contre la COVID-19, boîte à outils commune de l'Union européenne pour les États membres. Est-ce qu'il reste quelque chose à dire dans le texte quand même? Mais justement, le texte européen fait 44 pages et c'est quand même un texte qui est très intéressant parce que c'est concret. C'est-à-dire que, comme l'indique le titre, il y a vraiment une boîte à outils, des petites cases à cocher pour les gens qui veulent à la fois développer et déployer ces genres de technologies. Donc, nous allons parler à la fin parce que c'est important pour nous au Canada, vraiment, je pense, de s'enligner sur l'Europe puisque, avant la pandémie, il y a eu des engagements et des déclarations par rapport au gouvernement à la fois au niveau fédéral que provincial, que nous allons nous enligner sur le modèle européen. Donc, le modèle européen est très intéressant pour nous dans l'état actuel des choses. Donc, les sujets que nous allons aborder cette semaine sont, premièrement, le rappel des principes sur la protection des données personnelles. Deuxièmement, les défis posés par certaines technologies de dépistage. Et enfin, nous allons conclure sur les meilleures pratiques. Pour commencer, rappel de principes. Je vais parler des principes de l'Association canadienne des normes. Et ensuite, Nicolas vous parlera des principes de l'équilibre, qui est un principe absolument fondamental actuellement. Mais pour commencer, les principes de l'Association canadienne des normes sont des principes qui sont les principes à la base de la loi fédérale sur la protection des données dans le secteur privé, mais également dans le secteur public. Les principes sont là, elles sont listées, énumérées. Il y a l'obligation d'être responsable, l'obligation de l'entreprise de déterminer les fins de la collecte, d'obtenir dans la mesure du possible le consentement de la personne concernée, de limiter la collecte à ce qui est nécessaire pour les fins de cette collecte, de limiter l'utilisation, la communication et la conservation, encore une fois, de ces données, de s'assurer de l'exactitude de ces données, de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les données, de faire en sorte que nous soyons transparents dans l'utilisation qu'on fait des données, de fournir un accès à l'individu concerné et également de lui offrir la possibilité de porter plainte. Oui, qui est crucial, parce que si la personne, évidemment, voit de réclamation quelconque, quelque chose dont elle fait objection, il faut nécessairement qu'il y ait un mécanisme. Absolument. Et je ne vais pas me tarder longtemps sur ces principes, sauf pour souligner un principe qui est absolument, d'après moi, fondamental, et c'est le principe de l'exactitude. C'est un principe qu'on oublie souvent, mais ce principe est très important parce que, comme on m'a dit, c'est une période de crise, de pandémie et de peur accrue. On n'a pas de vaccin, on doit retourner à la vie normale et parfois on a tendance à se fier sur des technologies qui ne sont pas plus précises que le voodoo actuellement. Il y a des technologies qui sont très bonnes et je ne suis pas en train de dénigrer les technologies, au contraire, mais faites attention. Mais dans ce genre de contexte-là, quand on se tourne vers les médias et tout ce qu'on entend parler, c'est évidemment des effets catastrophiques de la COVID-19, de cette incertitude, et donc qui crée beaucoup d'angoisse et d'anxiété, et donc se transpose en crainte. Les gens sont prêts à accepter et à écouter n'importe qui va leur faire déboîter une solution. On a eu même comme exemple le gouvernement qui achète, on a vu la nouvelle, 45 millions de dollars de masques. Et évidemment, il l'a acheté d'une entité qui n'avait aucune possibilité de le faire. C'était une fraude, en fait, ce qu'on nous raconte dans les médias, tout au moins.
Alors ça, c'était quand même une entité gouvernementale qui est allée, et malgré le fait que les banquiers avaient disé, écoutez, il y a un problème avec cette transaction-là. Mais on a tous peur. Alors ça illustre le fait qu'on nous dit d'aller vite, il faut agir, pas de valeur de sécurité, il faut passer à autre chose, il faut aller au plus pressant, on comprend tout, il y a des éléments d'urgence importants, mais le but de notre propos, c'est évidemment qu'il faut demeurer vigilant et questionner dans ces circonstances-là. Il y a également, après ça, le principe de l'équilibre. Oui, le principe de l'équilibre, on fait le lien avec ce qu'on vient de mentionner, c'est qu'on voit donc tous ces éléments-là qui au quotidien nous accaparent et nous soulèvent des éléments de questionnement. Mais je vais vous donner une image qui est en fait basée sur un exemple concret. Reportez-vous au 12 mars, pas au 13 mars, au 12 mars. Et on vous aurait dit, écoutez, ce qu'on va faire dans notre société, c'est quand une personne a vécu 75, 80, 85, 90, 95 ans et même plus, qu'elle a 10, 20, 30, 40, 50 petits-enfants et qu'elle arrive en fin de vie, bien, on va interdire à ses enfants, ses petits-enfants, d'être présents et de l'accompagner quand on sent que ses forces sont faiblies et qu'on entrevoit son décès et qu'elle va devoir mourir seule dans un établissement qui soit subventionné ou sous le contrôle du gouvernement, et ça va être ça la nouvelle règle. Évidemment, il y aurait eu de révolte, les gens se seraient objectés, auraient dit, mais c'est insensé, comment on peut être aussi inhumain que cela? Et pourtant, c'est devenu la norme pendant ce temps. Alors, je vous le porte comme exemple parce qu'on peut voir des choses qui sont inimaginables, inconcevables, inacceptables, injustifiables et anormales en plus. Et tout à coup devenir comme la nouvelle normale et on a donc assisté, nous tous, pendant des jours, des semaines, et quelques mois en fait, et ce n'est toujours pas terminé, où les personnes âgées, qui ont donc des enfants qui les aiment, des petits-enfants qui les adorent, et eux les adorent, qui sont conscients, qui souffrent d'une maladie, et pendant 10, 15 jours que dure leur maladie aiguë et leur agonie, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Donc, je vous le donne comme image parce que le principe de l'équilibre, il part évidemment du droit d'un individu à sa vie privée. Dans mon exemple, c'était une question évidemment de droit à la vie, puis de droit à mourir dans la dignité, qui est un droit qui est si cher à nous tous dans notre société et auquel on est très vigilant, protégé, sauf qu'on a vu ce qu'on lui a fait à ce droit pendant la période qui a précédé et pour les raisons de santé publique qui ont été mises de l'avant. Mais ce droit à la vie privée, il est confronté à des organisations qui sentent le besoin de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements qui sont de nature personnelle. Alors, il faut prendre ce droit de l'individu à la vie privée avec ce besoin des organisations, qui peut être la vôtre, en fait, à recueillir de l'information. Puis, il faut constamment faire un équilibre entre ça. Ce qui va faire en sorte que, parce que, évidemment, ce qui est acceptable dans certaines circonstances ne l'est pas dans d'autres, cet équilibre-là doit toujours être revu. Alors, c'est ça le principe de l'équilibre. C'est donc le droit à la vie privée, le besoin de recueillir et évidemment trouver ce qu'une personne raisonnable trouvait acceptable dans les circonstances. Et les circonstances de la pandémie, c'est une chose, les circonstances de l'urgence sanitaire, les circonstances de la COVID, mais ce n'est certainement pas des circonstances qu'on peut ensuite projeter dans un avenir sans restriction. Voilà. Et ça ne veut pas dire aussi que ce qu'on a fait comme examen initial de ces circonstances et l'évaluation initiale de ces circonstances va demeurer. Donc, on peut dans un premier temps avoir jugé que quelque chose était raisonnable sur une question de jours et quelques semaines, et ensuite être remis en question. D'où je reviens avec l'exemple des personnes âgées. Maintenant, qu'est-ce qu'on assiste? C'est que les gens commencent à dire, si le personnel peut aller les voir et se protéger, pourquoi les enfants ne pourraient pas se protéger aussi et aller voir leurs parents en institution? Donc, voyez-vous, pendant une période, on a jugé que c'était raisonnable. Maintenant, la période s'est prolongée et on remet en question et on dit, avec d'autres mécanismes, dans nos exemples à nous, ce sera de la technologie. Dans l'exemple de la vie de tous les jours que je vous soumets, c'est avec des mesures de protection. Et justement, c'est
un des mesures qu'on adopte actuellement, c'est les technologies. On se tourne vers les technologies pour nous aider à retourner à la vie, entre guillemets, normale. Par contre, ces technologies, il y en a certains qui posent certains défis et nous allons vous en parler. Donc, Nicolas, peux-tu nous parler des technologies? Tout à fait. Donc, en ce qui concerne les technologies de dépistage, il y a tout d'abord la géolocalisation. La géolocalisation statique, c'est de savoir si une personne s'est trouvée en un lieu précis, donc est-ce qu'elle a été à cet endroit-là. La géolocalisation dynamique, c'est la possibilité de suivre le mouvement de la personne quand elle se déplace. Donc, statique, je veux savoir, par exemple, est-ce que cette personne-là est allée chez Pharmaprix, de tel établissement, donc est-ce qu'elle s'est trouvée à cet endroit-là, une donnée personnelle qu'on peut recueillir. Mais dynamique, c'est de savoir quel chemin elle prend pour se rendre au travail. Ou ce qu'elle fait entre 9h et 5h. Exactement. Donc, on voit que l'intrusion est beaucoup plus grande dans un cas que dans l'autre, quand on suit une personne dans tous les aspects de sa vie, par rapport à savoir si elle s'est trouvée. Mais dans les deux cas, il y a intrusion dans la vie privée d'une personne. Thermomètre, maintenant. Mais le thermomètre, évidemment, il y a la caméra. On a entendu parler même dans les médias, pas seulement au Canada, mais à l'étranger aussi. Alors, ces caméras qui, donc, évidemment, permettent de voir les individus, c'est le propre d'une caméra, mais en plus, l'élément très important, permettent de prendre la température de la personne. Et là, ça soulève une série d'enjeux qu'on va avoir l'occasion de traiter avec vous, mais gardez à l'esprit quand on va aborder les éléments qui viennent, sur le genre de technologie à laquelle on fait référence, c'est les éléments qu'on a devant nous ici. Et le thermomètre fusil, il y en a évidemment plusieurs modèles, plusieurs approches. On dit fusil parce que c'est quelque chose qui est tenu dans la main, donc ça recrée la forme de la position de la main comme si elle tenait un fusil et c'est pointé pour obtenir cet élément-là. Et la reconnaissance faciale, évidemment, ça c'est une série de logiciels, il y en a plusieurs, qui, avec plus ou moins de succès, il y a certaines personnes, comme par exemple la reconnaissance faciale, va être plus capable de reconnaître certains visages dans certains groupes raciaux que dans d'autres. Et la technologie, donc on voit que même là, il y a des limites à cette technologie. Nous avons cité quelques cas d'espèces et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour montrer que souvent la façon dont ces technologies sont utilisées est vraiment reliée à la culture dans laquelle ces technologies sont déployées. Donc par exemple, je vais commencer avec Hong Kong. Hong Kong a un logiciel de dépistage qui s'appelle Everium. C'était conçu ironiquement à Boston pour dépister, pour accompagner plutôt les victimes de crise cardiaque. Donc c'est vraiment c'est un appareil que la personne porte et qui permet de voir le développement du virus dans la personne. Donc ça, c'est vraiment l'exemple, je dirais, très intrusif. De l'autre côté, à l'autre extrême, on a la Suisse, représentant... La Suisse. Avec le représentant de l'approche européenne. COVID Tracker est une fiche que vous pouvez télécharger et vous le remplissez et vous mettez à jour tous les jours par rapport à votre santé. Donc ça permet à l'individu de s'auto-identifier et c'est une façon de monitorer, de contrôler les gens, qui a été développé par le canton de Berne. Donc vraiment, c'est les autorités de santé publique qui ont développé ce produit, disons, et c'est vraiment basé sur le consentement. Et Apple et Google, qui évidemment ont une multiplication. Et eux qui se trouvent au milieu. Oui. Donc, est-ce que l'application est active? Est-ce qu'elle est fermée? Mais comme on voit dans ces situations-là, c'est que dans certains cas, si évidemment une personne a eu un problème de nature cardiaque et elle veut utiliser Everium, mais ça peut lui être très utile. Donc, il y a un élément de consentement implicite à ce moment-là. Parce que s'il lui arrive quelque chose, on peut savoir où elle se trouve
pour lui envoyer de l'aide, être capable de donner le bon secours. Mais dans le cas d'Apple et Google, une personne peut avoir ouvert l'application pour quelques secondes même, et avoir oublié de refermer l'application, et donc ça reste là. Et ça, c'est basé sur les éléments de protection, comme par exemple le serait-ce que le consentement. Oui, et puis l'application est construite sur le Bluetooth. Apple et Google se sont engagés de mettre fin à cette application quand la pandémie aura passé. Mais voilà, donc ça, ce sont 3 approches à cette technologie de dépistage. Et chaque approche a évidemment ses défis. Oui, alors le défi, évidemment, c'est les principes de la protection des données. Qui sont des éléments qui, dans vos organisations, pourraient vous être opposés et sur lesquels vous devez donc vous interroger. Mais évidemment, la fiabilité, les échanges qu'on vient d'avoir dans les secondes qui précèdent, démontrent que quand on essaie même parfois de comprendre la nature de ces outils informatiques, de ces applications, on constate une chose, c'est que quand on veut comprendre la fiabilité, on nous vend beaucoup les vertus du concept, du produit. Et la fiabilité, elle est beaucoup plus problématique. Alors, si vous envisagez soit de les utiliser, soit vous-même d'en développer, sachez que vous devez être prêt à expliquer et à soutenir cet élément de fiabilité. Parce que bien qu'on veut le commercialiser, le vanter puis en vanter des vertus, il faudra jeter un regard très sérieux au niveau de la vérification d'un audit de la fiabilité. Les éléments de consentement posent des problèmes énormes. Parce que parfois, ces applications, ces outils, et j'y arrive à la fin quand on parle des faits, mais je fais le lien, c'est consentir, mais consentir à quoi? À quoi je consens? Je consens à utiliser l'appareil, oui, c'est pour ça que je me le suis procuré, ou l'application, c'est pour ça que je me l'ai procuré, mais l'utilisation que vous, de votre côté, allez faire avec les renseignements que vous recueillez, alors c'est là qu'il y a souvent un décalage important parce qu'on semble consentir à certaines choses et il y a une utilisation autre qui va se faire. La transparence est importante et le lien, voyez-vous, on les lit les uns aux autres, c'est qu'au niveau de la transparence, quand on fait consentir des gens, c'est là qu'il est important aussi de les informer de ce qu'on va faire avec ça. Et encore là, on se rend compte, mais ce n'est pas nécessairement des éléments de reproche qu'on fait parce que souvent, ces outils sont conçus pour une raison et sont utilisés dans une autre raison. Vous parlez la semaine dernière de Zoom, par exemple. Mais Zoom, vous avez été perçu, c'était dans le milieu des artistes, on veut dire, c'est une façon de mettre ensemble nos idées, de stimuler, de voir comment la créativité, dans quelle direction elle peut aller. Et maintenant, c'est quelque chose qui est utilisé dans un milieu de travail, dans un contexte de pandémie. Alors, pour des réunions ministérielles, et même pour des parlements. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de la transparence, il y a cette critique qui existe, mais il faut aussi, en toute justice, réaliser que les faits pour lesquels c'est créé et l'utilisation, elle évolue au gré des besoins et des circonstances. La sécurité, elle est liée à la transparence. Donc, c'est pour ça que je vous disais, un est lié à l'autre. C'est qu'évidemment, au niveau de la sécurité, premièrement, on se rend compte, et je reviens sur l'exemple de Zoom, mais Zoom a été créé pour une finalité, donc la sécurité est de plus ou moins secondaire. Mais quand on fait évidemment des réunions de conseil de ministres, c'est tout autre. Et alors là, c'est donc les enjeux sont beaucoup plus grands et c'est là qu'on voit des failles beaucoup qui sont apparaître. Maintenant, la destruction. Le problème de la destruction, celui-là est lié avec le suivant et l'accès. C'est qu'évidemment, il faut détruire ces données le plus rapidement possible parce qu'elles sont très sensibles. Donc, on les utilise pour les faits pour lesquels on en a besoin, et ensuite on passe à l'instruction. Le problème, c'est qu'il faut en permettre l'accès. Alors, comment je peux détruire rapidement les données tout en permettant à des gens de venir accéder et de voir qu'est-ce que j'avais recueilli à leur sujet? Alors, et ça, je vous parlais tantôt du principe de l'équilibre, mais ça, c'est un endroit où il va falloir évidemment être très créatif pour assurer qu'on le réalise, cet équilibre. Donc, difficulté au niveau de l'accès. Évidemment, les fins, le problème, c'est le suivant. On le crée pour une fin. On vous obtient votre consentement pour une fin. Les circonstances évoluent. On commence à l'utiliser à d'autres fins. On ne vous en informe pas et on n'obtient pas le consentement. Ça va de vos organisations et des usagers. Et je vais mentionner 2 autres défis qui ne font pas forcément partie des lois sur la protection des données, mais
qui sont très présents par rapport aux technologies de dépistage. Le premier défi, c'est la discrimination. Si vous êtes en train de contrôler le mouvement de quelqu'un, si vous êtes en train de prendre des décisions basées sur la santé de quelqu'un, il y a la possibilité de discrimination assez aiguë. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est en pandémie qu'on va abandonner les principes sur lesquels notre société est basée. Donc, il faut absolument faire attention à la possibilité de discriminer contre les gens. C'est intolérable et on ne peut pas utiliser ces technologies pour le faire. L'autre chose qui est très importante de souligner, c'est le régime de protection des données personnelles de santé qui peut s'appliquer si vous commencez à vous improviser en tant que service de santé. Si vous êtes en train d'aller chercher... Quelqu'un qui approvisionne une composante ou une fourniture ou une application. Si vous êtes en train d'aller chercher la température d'une personne, cette température, ça fait partie des données personnelles de santé. Et là, c'est un régime tout à fait autre, très sévère, qui va s'appliquer. Donc, on ne peut pas juste aller chercher ces données parce qu'on est en crise et on est nerveux. Donc, là, on va rapidement terminer sur les meilleures pratiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le cas européen et la boîte à outils européenne pour essayer d'en tirer quelques conclusions préliminaires qui pourraient, on espère, guider les développeurs et les déployeurs d'applications de dépistage au Canada. Alors, ce qu'on a vu de la boîte à outils, c'est l'importance qu'on place ça sur la nature volontaire de l'application qu'on est en train de concevoir. Il faut absolument que l'individu soit impliqué et que l'individu donne son consentement à l'utilisation de cette application. Pour ce faire et pour l'encourager, on essaie d'encourager la publication des codes, si on utilise des codes pour programmer, ou sinon l'utilisation du open source pour privilégier une transparence et également l'audit. Parce que pour que ces technologies fonctionnent, il faut qu'au moins 60 à 75% des gens l'utilisent pour qu'ils soient efficaces. Et ça, pour aller chercher le buy-in des utilisateurs, il faut absolument que les choses soient transparentes pour qu'on ait confiance. Une autre chose qui est vraiment soulignée à plusieurs reprises dans le toolbox, dans le boîte à outils, excusez-moi, c'est la fiabilité. Et là, ces indicateurs de performance qui devront être développés en collaboration avec les autorités de santé publique. L'exemple qu'on donne actuellement pour ce qui est l'application mobile, il faut que l'application soit fiable à 0,5 mètres, ce qui est vraiment très exigeant parce qu'on dit que la plupart des applications mobiles sont fiables entre 1 et 20 mètres. Donc, vous imaginez le degré de fiabilité qui est exigé par les autorités européennes. Ensuite, il faut mettre en place des mesures pour contrer la discrimination. Donc, l'impossibilité de suivre une personne. On essaie de décourager les gens d'utiliser ce qu'on appelle le tracking, entre guillemets. Établir des identifiants éphémères et un traitement décentralisé. Ce que ça veut dire, c'est que les données resteront sur les appareils de chaque personne et ne seront pas réunies, regroupées, collectées et traitées par une entité centrale. Alors, the health system, the public health system en Angleterre s'est fait critiquer récemment parce qu'ils avaient proposé une application mobile qui est National Health System, excusez-moi, qui centralisait tous les renseignements dans un endroit, et ça, on voulait vraiment le décourager. Donc, même les autorités de santé, voilà, publiques ne sont pas permis de faire n'importe quoi. Et enfin, comme on dit toujours, les mesures de sécurité. Privilégier le chiffrement des données, l'anonymisation, et si l'anonymisation est possible, au moins la pseudonymisation. Alors, Nicolas? Oui, d'abord, au niveau des conclusions, c'est évidemment le consentement, rassurer les gens au niveau de la fiabilité. Et puis, pseudonymisation, on en a parlé, le chiffrement des données, l'identification qui est temporaire, mais surtout, l'élément sur lequel on voudrait conclure, c'est celui de la coopération entre les parties intéressées. Et si on fait preuve de transparence, si on énonce bien nos faits, et si on va chercher un consentement éclairé, on trace la voie pour obtenir cette coopération qui est essentielle.
Ça nous permet donc évidemment de conclure, ça nous permet évidemment de vous remercier pour votre attention. Vous êtes nombreux à nous adresser des questions, on vous encourage à continuer à faire, on l'apprécie. On cherche évidemment de manière personnelle à y répondre le plus possible à chacune. Et alors, on vous souhaite donc une bonne journée. Merci Daniel, merci à toute l'équipe, merci aux gens qui nous soutiennent et bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.